Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la finale de ma thèse en 180 secondes Université CY, Cergy Paris Université. Je suis très heureux d'être là pour écouter avec vous 6 histoires de sciences qui vont vous être racontées sous la forme de pitch. Pitch donc présenté par des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs qui ont accepté de relever le défi un peu fou consistant à présenter en quelques minutes seulement, 3 pour être précis, des années de recherche. Je voudrais vraiment leur dire bravo déjà, et on peut les applaudir, ils sont dans la salle, on peut les encourager, dans quelques instants ils vont être sur scène. Applaudissez-les, regardez, ils sont juste là, ils ont besoin d'encouragement. Je m'appelle... Merci à vous. On est ici à la Maison internationale de la recherche, donc je le disais, à CY Cergy Paris Université. Je m'appelle Mathieu Rouault, je suis journaliste scientifique à Grand Labo. Tous les mardis soirs de 19h à 20h, je vous retrouve sur YouTube pour parler de science et de la manière dont on la fabrique. Et donc je suis très heureux d'être avec vous pour écouter ces récits scientifiques qui ont été préparés avec un super coach dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Alors les enjeux de cette finale édition 2022, ils sont au moins au nombre de 2. D'abord, c'est de savoir qui représentera l'université pendant les demi-finales, qui vont arriver très vite, début avril, je crois, pour ensuite peut-être aller plus loin. Je crois que la finale nationale est prévue début juin, et puis la finale internationale, parce que c'est un concours international, ma thèse en 180 secondes, ce sera à la rentrée. Donc voilà, première étape très importante pour celles et ceux qui participent à cette édition 2022 ici. Et puis, autre intérêt à participer à cette finale, c'est qu'il y a des cadeaux qui sont remis. Bah oui, tout simplement, c'est important. Des cadeaux qui seront remis, des prix qui seront remis aux lauréates et lauréats. Voilà. Donc je vais les présenter dans quelques instants. Alors bien sûr, pour choisir ces lauréates et ces lauréats, il faut un jury que je vais vous présenter immédiatement. François Germinet, vous êtes le président de CY Cergy Paris Université. Vous êtes aussi le président de la commission de la formation et de l'insertion professionnelle de France Université, anciennement conférence des présidents d'université. Merci d'être avec nous. Irina Andrianova, vous êtes professeure à CY Cergy Paris Université. Vous travaillez au laboratoire ETIS. On va revenir avec vous dans quelques petites secondes sur vos recherches. Mais voilà, juste pour faire connaissance un petit peu. C'est bien de savoir qui est dans le jury de manière plus précise. Emmanuelle Roberini, vous êtes animatrice régionale de la CASDEN. Vous êtes juste là. Merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle que la CASDEN est un sponsor de longue date de ma thèse en 180 secondes. C'est aussi grâce à vous si cet événement s'organise. Donc merci d'être là et merci d'avoir accepté de faire partie de ce jury. Madame Julie Amiot-Guillouet, vous êtes professeure à CY, et vous êtes directrice du CY Collège doctoral et postdoctoral. Vous êtes juste là. Merci d'être parmi nous également. Vous êtes directrice adjointe du laboratoire Héritage Hispaniste. C'est bien ça? Oui, non. C'est ça de lire ces fiches trop vite. Vous êtes hispaniste et vous êtes donc directrice adjointe du laboratoire Héritage. Kamel Oulbouali, bonjour monsieur. Vous êtes juste là, voilà. Vous êtes directeur de la section du Val d'Oise de la MGEN, structure qui, elle aussi, soutient le dispositif Ma thèse en 180 secondes depuis les origines, je crois. J'aurai le plaisir de vous donner de vous laisser la parole quelques instants tout à l'heure. Et puis, last but not least, on a la chance, mesdames et messieurs, d'avoir avec nous celui qui sera le président de ce jury. C'est Jonathan Parienté. C'est le chef du service Décodeur Le Monde. Vous êtes journaliste. Merci beaucoup d'avoir accepté de vous joindre à nous. On peut les applaudir et les encourager. Alors, il y a un deuxième jury que je n'ai pas encore présenté. Ce deuxième jury, c'est vous, cher public, à la fois vous qui êtes en ce moment même dans la salle pour écouter ces pitchs qui vont être présentés dans quelques instants, et puis vous qui êtes derrière votre tablette, votre smartphone, votre ordinateur, vous allez pouvoir, je vous expliquerai comment à la fin de l'événement, pouvoir voter pour la personne qui sera prix du public à l'issue de cette édition. Donc si je résume, 3 lauréats à la fin, 2 prix du jury, un prix du... On la refait. Un prix du... Super, merci beaucoup. Écoutez, je crois que j'ai presque terminé de dire l'essentiel concernant le lancement de cette édition 2022 de ma thèse en 180 secondes CY Cergy Paris Université. Je voudrais juste dire qu'au moment du vote du public, on aura la chance de remettre un autre prix que celui de ma thèse en 180 secondes. C'est le prix des femmes et des sciences, prix très important
Et donc merci d'avoir fait converger ces deux événements en un seul. On aura l'occasion donc de remettre 2 prix dans le cadre de ce dispositif des femmes et des sciences. J'en dis pas plus parce que je voudrais tout naturellement donner la parole à notre premier candidat, participant de ma thèse en 180 secondes, ici à la mire. Il est en 2e année de thèse, mesdames et messieurs. Ménagez les faits un petit peu. Il est en 2e année de thèse au laboratoire Héritage, précisément Héritage, Culture, Patrimoine, Création. Le titre de sa thèse est le suivant: Réseau de pouvoir, complot et conspiration à la cour de Charles VI et Charles VII, le cas de Georges de la Trémoille, 1392-1446. Merci d'encourager Raphaël Carbone. Raphaël, tu connais bien sûr le principe. Quand tu es prêt, tu fais un signe ostensible à la régie de manière à ce que le timer soit lancé. L'accusé s'appelle Georges. Je ne peux pas vous présenter son visage car nous n'en conservons pas d'image. Issu d'une ancienne et illustre famille française, il passe sa jeunesse dans l'ombre d'un beau-père qui ne songe qu'à le spolier. À la mort de ce dernier, il se fait discret quelques années. C'est vers l'âge de 40 ans qu'il ressurgit, avec fracas. Avec l'aide d'un haut gradé, il fait enlever dans la nuit du 8 février à Issoudun M. Giac, Premier ministre, qu'il fait porter à Dun-le-Roi, département du Cher, afin de le faire torturer et avouer différents crimes, comme son adoration du diable. Après quoi, la victime est ficelée dans un sac et jetée dans l'Oron, un bain auquel elle ne réchappera pas. Son méfait accompli, Georges repart à Issoudun pour préparer ses épousailles, avec la veuve de sa victime, Catherine. Quelque temps plus tard, c'est lui, Georges, qui obtient le poste de Premier ministre. Ceci n'est qu'un petit fragment de tous ces longs méfaits que je ne peux énumérer ici: prise d'otages, raquettes, extorsion, détournement de fonds publics, etc. Il faut cependant que je vous confesse quelque chose. Georges n'est pas notre contemporain. Il vécut dans la première moitié du XVe siècle, au temps de la guerre de Cent Ans. C'est l'époque de l'épopée de Jeanne d'Arc et des crimes de Gilles de Rais. C'est d'ailleurs lui, Georges, qui les fit se rencontrer. Bien que méconnu aujourd'hui, il occupa un rôle politique central au tournant de la reconquête du royaume par Charles VII entre 1427 et 1433. Son nom, c'est Georges de la Trémoille, seigneur de Sully et de Cran et grand chambellan de France. Mon enquête, en tant qu'historien, ne se contente pas de retracer la longue liste de ses méfaits, mais bien l'ensemble de sa vie, sa biographie. Alors, on oppose souvent la petite histoire, celle de la biographie, à la grande, celle qui scrute les sociétés du passé et les grands courants qui les traversent. Ma thèse, elle, cherche à réconcilier les deux parties, au sein de ce que je pourrais appeler une biographie prétexte. Je ne me contente pas de cerner ce personnage fascinant et haut en couleur, non, non, non. Mon pari, c'est qu'en observant à la loupe un personnage au cœur du pouvoir, je peux nous aider à mieux cerner toute la société du XVe siècle. Car en reconstruisant sa vie, à l'aide de centaines de documents, je reconstitue également ses réseaux de pouvoir, qu'il tisse et qu'il manipule, ou bien au contraire, qu'il subit. Pourquoi se rapproche-t-il d'un tel ? Pourquoi convoite-t-il telle seigneurie ? Pourquoi son réseau évolue-t-il ? Derrière les épisodes horrifiques, n'y a-t-il pas des logiques politiques, voire mafieuses ? À l'issue de ma thèse, nous serons en mesure de répondre à toutes ces questions et bien d'autres sur Georges de la Trémoille et ses contemporains. Et peut-être aussi sur les nôtres d'ailleurs. Oui, pour ce qui est d'écrire une série télé sur lui, on verra ça après la thèse. Et voilà, bravo Raphaël Carbone, cette passion qu'on sent dans le pitch pour la recherche en histoire, elle s'est déclarée il y a longtemps, c'est quelque chose de récent ? J'ai 27 ans, donc ça doit faire à peu près 24 ans qu'elle se déclenche. Ah oui, d'accord, donc très tôt. Petit. Alors à la fin, donc après la thèse, donc tu produis une série sur Netflix. Hein, c'est bien ce qu'on a entendu, ou quelque autre chaîne, il n'y a pas de placement de produit. Plus sérieusement, qu'est-ce que tu as envie de faire ensuite ? Alors moi, ce que j'aime dans la vie, c'est vraiment enseigner à la fac et faire de la recherche. Donc enseignant-chercheur me semble la voie royale pour ça.
Tout à fait. Et il faut le dire, comme de nombreux doctorantes et doctorants, tu t'impliques, bien sûr, en faisant tes travaux de recherche, mais aussi dans la vie du laboratoire. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas tout le temps bien compris des personnes qui ne travaillent pas à l'université ou dans les centres de recherche. Un doctorant, c'est quelqu'un qui prête main forte à la vie d'un laboratoire. Et là, en l'espèce, c'est pour préparer un colloque qui va bientôt se tenir. C'est à la rentrée, c'est ça? Alors c'est le 27 juin, j'assiste Madame Valérie Toureille à l'organisation d'un colloque sur le thème des femmes et la guerre à la fin du Moyen-Âge. Enfin, au Moyen-Âge, même en général. Bravo pour ton implication, à la fois dans ce laboratoire et pour ton pitch. On t'applaudit une fois de plus. Raphaël Carbone, tu voulais ajouter quelque chose? Non, merci à tous pour m'avoir écouté. Ah ben voilà. Merci à toi pour être venu jusqu'à nous. Enfin, jusqu'à nous. C'est pas loin, Neuville. Jusqu'ici pour présenter. En plus, passer le premier, c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas facile. Alors, je le précise à l'intention des membres du jury, je le dis chaque année, mais c'est important qu'on l'entende. La petite discussion très brève que j'aurai avec chacun des candidats, chacune des candidates, à l'issue de son pitch ou du pitch, n'est pas évaluée ni par vous, ni par les membres du jury. C'est juste pour vous permettre, chers membres du jury, de finir de prendre des notes et de ne pas passer tout de suite d'un candidat à l'autre. Président, est-ce que vous avez un micro ? Monsieur Germinet, vous n'avez pas de président. On va vous donner un micro dans quelques instants. J'aimerais qu'on leur passe la parole, comme je le disais, pour avoir un petit ressenti à chaud de l'exercice quand ce sera possible. Oui, très bien, vous l'avez tout de suite. On ne se lasse pas du dispositif, on ne se lasse pas de ce concours. Hein. C'est votre combienième de finale ? Je suppose la 3718e, la 3718. Peut-être. Ouais, c'est ça. Mais oui, non, mais c'est un exercice extraordinaire. On en apprend tous les jours. Et puis, souvent, les parents découvrent à l'occasion de cet exercice ce que font réellement leurs enfants. Ah, mais c'est ça, une thèse. Ah, mais finalement, la recherche... ça sert à quelque chose, c'est concret, ça a des liens. Et il y a un truc qui est très sympa aussi, en particulier ici, on voit bien que CY, c'est vraiment un organisme, enfin une université pluridisciplinaire. C'est justement la variété des pitchs. Il y a 7 candidates et candidats aujourd'hui, et il y a vraiment, vous allez le voir, mesdames et messieurs, des disciplines, des horizons disciplinaires très variés. Oui, et on peut vraiment vulgariser, diffuser, transmettre sa passion, parce que c'est d'abord une passion dans absolument toutes les disciplines. Et donc je pense que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'on a déjà bien commencé à voir avec ce premier candidat. Je voudrais donner la parole à une autre membre du jury, Irina Andrianova. Vous êtes professeure, je le disais, à CY Cergy Paris Université, ici au laboratoire ETIS. Bonjour madame. Bonjour. Un petit mot sur le laboratoire ETIS, un petit coup de projecteur. Qu'est-ce qu'il y fait finalement ? Quel est son cœur de métier en termes de recherche, j'allais dire? Vous voulez faire façon ma thèse 180 secondes? Non. Quoique. Non. Donc, déjà, ETIS, c'est équipe des traitements d'information et systèmes. Donc, ensuite, peut-être, je vais juste noter quelques mots-clés sans dire ce que c'est derrière. Robotique, neurosciences, architecture embarquée, réseau et sécurité. Donc, et tout ce qui est modélisation, donc mathématiques appliquées pour l'information. Ça fait un domaine assez large. On est complètement là aussi sur un item de pluridisciplinarité, on peut le dire. Tout à fait. Merci encore d'être avec nous pour ce jury et bon courage pour l'évaluation des candidates et candidats qui, je vous le garantis, cette année aussi sont bien en forme et très motivés. On donne la parole maintenant à notre deuxième participante. Elle travaille sur une thèse dont le titre est le suivant. Les rôles des jeux dans la fiction contemporaine. Elle est en 4e année de thèse. Elle vient du laboratoire Héritage, elle aussi. Et elle s'appelle Clara Simon. Mesdames et messieurs, on l'applaudit, on l'encourage très fort. Bonjour Clara. Bonjour, merci. Clara, je te laisse le temps de t'installer. Et quand tu es prête, même règle que pour les autres. Un petit signe en régie, on t'écoute avec beaucoup d'attention pendant 50 secondes. Imaginez que pour son dernier Noël, votre grand-mère, Diandra, célèbre dramaturge, vous convie dans son manoir afin d'y disputer une partie d'échecs, dans laquelle les pièces seront les invités et les cases, les pièces de la maison. Votre famille jouera les blancs et la troupe de théâtre de Diandra incarnera le camp rouge. L'enjeu de cet affrontement entre famille de cœur et famille de sang, les vainqueurs hériteront des précieux carnets d'écriture de Diandra et du privilège de poursuivre son œuvre. Certains mettront en place des stratégies plus ou moins régulières pour battre leurs adversaires. D'autres auront à résoudre des mystères dans la bibliothèque et comprendront que ce lieu est peut-être la clé de la victoire. Bienvenue
dans ma thèse. Et oui, ma thèse est un roman à contraintes, dont l'écriture est structurée et générée par les règles d'un jeu, le jeu d'échecs. Bon, rassurez-vous, ma thèse n'est pas seulement une fiction romanesque. Elle comporte aussi, comme il se doit, un important volet théorique et réflexif, dans lequel je tente de comprendre en quoi le jeu, en tant que thématique de fiction, peut donner lieu à des structures de récits très spécifiques, qu'il s'agisse de jeux inventés pour le besoin de la fiction, comme c'est le cas dans Jumanji, ou qu'il s'agisse de récits basés sur des systèmes de jeux existants, comme par exemple le jeu d'échecs. Ce jeu ancestral, aux combinaisons infinies, a souvent fasciné les auteurs, au point que certains ont décidé d'en faire la matrice de leurs romans. Catherine Neuville, John Brunner ou encore Georges Perec, dans La vie mode d'emploi, ont associé des lieux aux cases d'un échiquier et des personnages à des pièces, s'imposant ainsi des contraintes d'écriture qui se sont avérées plus inspirantes que gênantes. Vous l'avez compris, mon propre roman suit ce schéma échiquéen. Mais comparer mon travail à celui d'autres auteurs ne me suffisait pas. Et étant moi-même très joueuse, j'ai décidé de pousser le concept encore plus loin et faire de l'ensemble de ma thèse un jeu. Aussi, je vous invite, vous, lecteurs, à vous plonger dans cette thèse en forme d'escape game, la thèse dont vous êtes le héros. En effet, si le roman peut être lu de manière indépendante, certains passages à double sens vous redirigent subtilement vers des chapitres de la partie théorique. Suite à quoi, vous pouvez continuer dans la partie théorique ou reprendre la lecture du roman. Ma thèse peut donc être lue dans tous les sens, selon d'infinies combinaisons qui ne dépendent que de vos choix. Bon, bien sûr, si ça vous donne le vertige ou que vous craignez d'en manquer des passages, rien ne vous empêche de tout lire dans l'ordre. Mais entre nous, c'est beaucoup moins amusant. Et c'était Clara Simon. Merci. Bravo Clara, sur le fil du rasoir là encore. Hein. On sent qu'avec Frédéric, il y a eu des heures pas mal de répétitions parce que la maîtrise du temps en particulier est parfaite tout Toujours simplement. Hein, encore une C'est fait fois. pour. Une vraie passion pour le cinéma, ça s'est senti dans le pitch, mais ça va Oui. même au-delà. Hein. Pardon ? Ça va même au-delà du pitch, cette passion pour le cinéma. Oui, j'aime beaucoup le cinéma. J'ai fait des études en création littéraire et en cinéma, en France et au Québec. Et je voudrais continuer là-dedans en étant à la fois romancière et scénariste, dans l'idéal. Et il y a un autre projet, indépendamment de ces projets Ouais. de cinéma, qui est dans les tuyaux en ce moment. Toujours Clara. dans l'écriture, ouais. Ouais. Je suis en train de développer une entreprise avec un ami photographe. On fait des albums de mariage qui mélangent récits de mariage écrits sur mesure, donc d'après les goûts et les passions des mariés, et photos du mariage. Donc c'est des albums 100% personnalisés qui prennent la forme de bandes dessinées, de scénarios. Voilà, 100% personnalisables. Et c'est quelque Et chose que avec tu des as petites déjà box cadeaux. Et c'est quelque chose que tu as déjà commencé à Ouais. commercialiser entre guillemets ou Voilà, c'est ça. On a travaillé dessus pendant plusieurs années, parallèlement à nos autres projets. Et puis là, on a vraiment lancé le truc cette année. Donc voilà, on cherche à se faire connaître. Ça s'appelle Photocontage. C'est ce que j'allais te demander. Ouais. Il y a un site internet ? Alors, c'est soit sur son site, il s'appelle Ludovic Schubert, soit sur mon site clarasimon.com, Et ben voilà, rubrique Photocontage. allez-y. Voilà. Merci. Bravo Clara, Merci beaucoup. à la fois pour tes projets et bien sûr pour ce pitch. Merci. Excellent, merci à toi. C'était Clara Simon, mesdames et messieurs, du laboratoire Héritage. On va donner dans quelques instants la parole à notre troisième jeune chercheur. Je vais juste lui demander de patienter quelques secondes de plus parce que je vais une fois de plus me tourner vers les membres du jury. Et je les ai cités tout à l'heure rapidement, mais je vais y revenir. Nos deux sponsors, Casden et MGN, nous accompagnent depuis plusieurs années déjà. Emmanuel Roberini, c'est pas votre, là non plus, c'est pas votre. Vous avez un micro peut-être ? On va vous le transmettre. Pardon. C'est pas votre première finale non plus, hein ? Bon. D'où vient l'intérêt Bonjour finalement à tous. de la MGN pour accompagner La Casden. la Casden, c'est ce que j'ai dit, pardon. Donc nous, on a une vraie volonté à la Casden. On a un département enseignement supérieur et recherche qui fait qu'on a une vraie volonté d'accompagner tous ces événements,
toutes ces initiatives que les établissements peuvent proposer pour leurs étudiants, pour les valoriser. Et puis cet événement, il est juste génial de pouvoir venir et de se dire en 3 minutes, ah mais oui, en fait c'est ça, j'ai tout compris, c'est super clair. Et mettre la recherche, les sciences au niveau de tout public, c'est juste génial. Et c'est ce qui nous motive évidemment d'être là et d'accompagner dans ces projets. Merci encore une fois pour votre participation. Je voudrais donner la parole également à Kamel Oudbouali. Je le disais tout à l'heure, vous êtes directeur de la section du Val d'Oise de la MGEN. C'est la première fois que vous assistez à une finale MT 180 ? Non, moi, ça fait la 4000e fois. J'en ai fait plus que le président Germinet. Mais on ne s'en lasse pas non plus. Vous les trouvez comment ? Très bien, à chaque fois. C'est comme ça. Voilà, MGEN, voilà, c'est la mutuelle de référence de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Voilà, y compris on a des liens très forts avec le monde de l'enseignement, y compris au niveau de notre gouvernance aussi bien locale que nationale. Les professionnels de l'éducation et de l'enseignement supérieur sont totalement impliqués. Et donc, c'est tout naturellement qu'on se retrouve aux côtés de l'université sur plusieurs projets, aussi bien en prévention santé à destination des étudiants, à destination des personnels, mais également sur des projets de vulgarisation scientifique ou des projets de recherche comme celui sur l'initiative qui a eu lieu sur le colloque L'éducation au XXIe siècle. Voilà, et puis MGEN, plus globalement, elle a une fondation, la fondation MGEN pour la santé, qui réalise des recherches en partenariat avec des institutions publiques. Et puis nous avons également une académie pour les doctorants qui permet de soutenir des jeunes talents, aussi bien dans le monde sportif, dans le monde de la recherche et dans le monde de la culture. Et donc voilà, on est très heureux d'être là aujourd'hui. Nous étions présents dès l'origine de ma thèse en 180 secondes et nous assistons et nous encourageons tous les candidats à aller le plus loin possible. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation. On vous applaudit et on va recevoir sur scène le troisième participant à cette finale. Il est lui aussi en 2e année de thèse. C'est ça qui est génial dans MT 180, c'est qu'on change, je le disais tout à l'heure, vraiment très vite d'univers disciplinaire. Et là, pour le coup, on va faire un gros jump, si vous me permettez cette expression bien française. On va parler de mécanique. C'est quelqu'un qui nous vient du laboratoire de mécanique et matériaux du génie civil. Donc vraiment, encore une fois, un tout autre univers thématique. Le titre de sa thèse, c'est le suivant: comportement mécanique et physico-chimique des bétons de sol exposés à une haute température. Merci d'applaudir et d'encourager Alain Kamdel Mbapa. Et avec un... Bonjour. Merci. Alain. Merci. Avec un vrai fan club qui est venu là, dans la salle. Plus sérieusement, quand tu es prêt, un signe en régie. Et on t'écoute. D'accord. Aujourd'hui, je vais vous faire un exposé béton. Je ne dis pas ça pour me vanter, mais parce que je vais vous parler d'un matériau que vous connaissez bien, voire trop bien, car il est partout autour de nous. 80% des constructions dans le monde sont à base de béton. Mais le connaissez-vous si bien que cela? Savez-vous qu'il doit son succès à ses propriétés prodigieuses? Sa résistance, sa plasticité, sa souplesse lors de sa mise en œuvre, sa capacité enfin à pouvoir se marier avec d'autres matériaux. Que de qualité. Mais il y a une grosse ombre au tableau, son fort impact sur l'environnement, lié d'une part à la destruction des écosystèmes marins, dont sont extraits les sédiments qui entrent dans sa composition, d'autre part à l'empreinte carbone considérable du transport des granulats jusqu'au site de construction. Rappelons que le secteur de la construction représente 20% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Beaucoup plus dans les pays en voie de développement. Son impact est assez particulier en Afrique, car elle connaît un boom démographique et une urbanisation galopante. Or, il existe une solution doublement avantageuse pour limiter cet impact environnemental. Utiliser localement des matériaux extraits sur place, in situ, pour produire du béton de sol. Ma thèse vise précisément à développer cet écomatériau en veillant bien sûr à ce que ses caractéristiques mécaniques,
physico-chimiques soient acceptables pour l'industrie, dans des conditions d'utilisation normales, mais aussi extrêmes, comme des très hautes températures. Voilà pour les fondations. Certes, je ne suis pas le premier sur ce terrain, mais jusqu'ici, on n'a utilisé que des sols transformés, comme le sable de Fontainebleau, la caolinite. Disons donc que moi, j'ajoute un étage à l'édifice en utilisant des sols réels. En l'occurrence, le sable argileux et la latérite présents en abondance dans mon pays, le Cameroun. Prélèvement, analyse physico-chimique, mélange en laboratoire par un travail rigoureux. Je cherche à déterminer la bonne formule, à trouver les proportions idéales de chaque constituant de mon béton. Car à chaque usage, son béton. Et ce n'est pas toujours facile, parfois un peu décourageant. Mais je ne suis pas du genre à laisser tomber. Pardon, béton. La bonne nouvelle, c'est que ce matériau fonctionnel, il tient. On n'est qu'à l'étape préliminaire, mais on se limite aux ouvrages de faible résistance en compression. Mais augmenter la résistance de mon béton est l'un de mes objectifs à plus long terme. Car c'est un travail de longue portée et ce n'est qu'une fois passé au stade industriel que l'on pourra dire que le chantier est achevé. Merci. Et voilà, bravo Alain Camden Bobda. Merci. Là aussi, maîtrise du temps exceptionnelle. Merci. Bravo, Frédéric. Hein, on va débriefer ça après, mais il faut que tu me donnes ton truc. Quelle maîtrise du timing, c'est super. D'où elle vient, cette passion pour la recherche, qu'on sent là aussi, qu'on a exprimée très bien. Elle vient du plus bas âge. Mon papa est déjà enseignant. D'accord. Et ensuite, quand j'ai fait mes études d'ingénierie, j'ai un enseignant qui m'a passionné avec cette capacité de pouvoir traduire parfois les équations mathématiques à des faits réels. Et donc, je me suis dit, il faudrait que je me lance dans cette voie. Et je m'y sens parfaitement à l'aise. C'est super, on le sent en tout cas, ça se dégage notamment de ton pitch. Il y a des personnalités comme ça qui sont marquantes dans l'enseignement, qu'on rencontre et qui donnent envie effectivement d'aller plus loin, de prendre ce chemin aussi de la recherche, même si ce n'est pas toujours facile. Bravo. Après la thèse, donc, on continue la recherche, j'imagine. Tout à fait. Sur des petits items recherche-développement. Exactement, c'est ça qui me passionne. Parce que je souhaite, si on veut transformer notre monde, je pense que la recherche et développement est l'élément sur lequel il faut s'appuyer. Donc c'est la raison pour laquelle j'aimerais plus tard me situer à ce niveau. Et pour être toujours en étroite collaboration avec les universitaires, pour pouvoir ici transformer notre environnement, transformer notre monde, en fait. Et je crois qu'il y a du boulot. Exactement. Merci beaucoup de te mettre au travail avec les autres. Alain Camden Bobda était avec nous. On l'applaudit très fort, on l'encourage pour la suite de ses travaux. Merci. Belle continuation. Pour la suite de la thèse, on va tout de suite donner la parole, si vous êtes d'accord, oui, à notre prochaine participante à cette édition 2022 de ma thèse en 180 secondes ici à la Mire. Elle s'appelle Minerve Flora Djemi Kweke. Elle est au laboratoire EMA, École Mutation Apprentissage. Et elle aussi, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, on l'applaudit très fort. Même principe que pour les autres. Je ne dis rien. Dès que tu es prête, on t'écoute. Je ne ferai pas d'enfant. Voilà ce que m'a dit un conférencier sur le changement climatique. Non pas qu'il n'aime pas les enfants, mais parce qu'il avait peur de ce que le monde serait demain. Cette déclaration m'a troublée. Certes, lorsqu'on regarde deux de ces images, un enfant cherchant de l'eau potable et un autre qui barbote dans de l'eau polluée, on peut s'inquiéter. Le changement climatique, tout le monde dans cette salle en a certainement entendu parler, mais qui peut dire qu'il en maîtrise tous les enjeux, les défis? Et pourtant, cette question complexe nécessite que chacun en prenne conscience, et d'abord les plus jeunes, car ce sont eux les citoyens de demain, eux qui risquent d'être confrontés plus que nous à ces conséquences et qui devront prendre individuellement et collectivement des mesures nécessaires. Heureusement, certains organismes comme nos universités ont compris toute l'importance des problématiques du changement climatique pour la formation des étudiants présents ou futurs. Ce n'est pas ici à CY que je vais vous l'apprendre, mais pour les plus jeunes.
Comment les enseignants doivent-ils amener les jeunes élèves à s'intéresser à ces questions complexes et à s'impliquer dans la lutte contre le changement climatique? C'est à quoi ma thèse, menée auprès des élèves des classes de 6e, s'attache à répondre. J'ai construit un dispositif didactique nouveau, spécifique, centré sur les images fixes comme celle-ci ou animées, utilisées non pour provoquer la peur ou l'angoisse qui paralyse, mais pour sensibiliser les élèves et les engager à la réflexion et à l'action. Voyez-vous, les recherches en sciences didactiques et cognitives ont montré qu'en captant l'attention de l'élève, l'image facilite l'assimilation et la compréhension, qu'elle fonctionne comme un substitut du réel qui s'adresse au sens de l'élève et donne l'impression de la vie. L'élève voit ce dont on parle, il comprend aisément et sa mémoire ne se charge pas de mots vides de sens. Je suis fière des premiers résultats de cette expérimentation. Les élèves sont passés à l'action en luttant contre la pollution, en protégeant les espaces verts, en créant les clubs environnement. Un beau message d'espoir, non? Surtout pour l'Afrique qui est en première ligne face au défi du changement climatique. Forte de ces résultats, j'espère que mon travail alimentera la réflexion et permettra d'adapter des méthodes pédagogiques à destination des plus jeunes à ces problématiques brûlantes. C'est donc sur une note d'espoir que j'aimerais terminer en vous disant « Ne cédez pas à la peur et surtout, continuez à faire des enfants, mais les enfants à qui l'on donnera les moyens de devenir des citoyens lucides, actifs et éco-responsables. » Bravo. Minerve Fleur-Djemi Kweke, là encore, précision totale sur le timing. N'hésite pas à venir dans la lumière, on n'a pas beaucoup, donc voilà, on en profite, regarde cette belle lampe, hein, il faut que tu en profites, c'est aussi ton moment. Tu es en quelle année de thèse? 4e année. 4e année. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on l'a vu bien affiché les derniers mois, un apprentissage du changement climatique et géographie et construction des compétences par les apprenants. On peut difficilement imaginer sujet de thèse plus en lien avec l'actualité, tu l'as bien exprimé dans ton pitch. C'est facile comme ça d'avancer sur un sujet qui est par ailleurs si commenté dans l'actualité, tout le monde a son avis sur la question, sur l'éco-anxiété, etc. Des fois, j'imagine qu'il faut arriver à se mettre un peu en silo pour tracer sa route scientifiquement et faire le départ entre ce qui est le commentaire et l'analyse scientifique? Déjà, c'est un sujet complexe, vraiment qui sépare déjà les scientifiques. Et du coup, comment enseigner un sujet complexe, mais d'actualité? Et ça demande à ce qu'on lise beaucoup, qu'on essaye d'utiliser des méthodes pédagogique pour faire comprendre aux autres comment ça se passe et si les élèves, ou du moins les apprenants et les plus jeunes, ne prennent pas des initiatives dès à présent, plus tard, ils pourront subir les conséquences. Quand la thèse sera soutenue, ce n'est pas tout de suite, hein, mais quand elle le sera, est-ce que tu sais déjà ce que tu as envie de faire après? Enseignant-chercheur. Voilà. Et puis c'est tout. Merci beaucoup d'avoir participé à cette édition de ma thèse en 180 secondes. C'est un bonheur de t'entendre parler de ce sujet si important. Je voudrais... Oui, voilà, le micro sera transmis à la prochaine candidate, justement. J'allais la présenter. C'est une doctorante qui est en 3e année de thèse. Le laboratoire, c'est le laboratoire SATI, Système et application des technologies de l'information et de l'énergie, suivi de stabilité d'émulsion cosmétique, modèle par une caractérisation multi-échelle physique pour une meilleure compréhension des processus de vieillissement et de conservation. Pour vous en parler, Natacha Guyader est avec nous. Et également, s'il vous plaît, des applaudissements. Allez, Natacha. Quand tu es prête, on t'écoute. Imaginez. Le prince charmant s'apprête à se rendre au bal. Il se prépare dans sa salle de bain et sort le petit pot de crème magique qui doit donner à son visage un éclat incomparable. Et là, catastrophe! Un macérat huileux flotte sur le dessus de sa crème. Elle a tourné. Impossible de rencontrer Cendrillon dans ces conditions.
Afin d'éviter que de pareilles mésaventures ne se produisent, l'industrie cosmétique m'a missionné pour mettre au point de nouvelles méthodes permettant de mieux caractériser les crèmes et leur stabilité. Ma thèse m'a ainsi permis de mettre à profit mes talents de voyante. Alors, je ne prédis pas l'avenir, mais la stabilité de mes préparations, aussi appelées émulsions. Vous connaissez les émulsions, elles sont partout. La mayonnaise, la pommade, les produits d'extraction pétrolier. Il s'agit de mélanges hétérogènes de deux liquides non miscibles, dont l'un est dispersé dans l'autre sous forme de gouttelettes. Et des émulsions, j'en fabrique tous les jours dans mon laboratoire, en mélangeant de l'eau et du gras. Mais le grand problème, c'est leur instabilité. Alors, pour faire en sorte qu'elles restent stables au moins pour quelques années, j'ai bien un ingrédient magique, les tensioactifs, des molécules qui font cohabiter l'eau et le gras. C'est d'ailleurs cette propriété qui leur vaut d'être présent dans tous les savons et détergents. Mais je m'égare. Je sais bien que mon tour de magie ou de physique n'est pas éternel et qu'un jour ou l'autre, les deux phases aqueuses et grasses finiront par se reséparer. Je ne peux pas lutter contre la thermodynamique. En revanche, je peux identifier les grandeurs physiques influant sur l'instabilité afin de prédire le plus précisément possible quand cette séparation se produira. Pour cela, je joue sur différents paramètres. La recette, le type de cuve et d'ustensile, la température de mon laboratoire, la manière de touiller, ou encore le stockage, tantôt au frigo, tantôt en plein soleil. Mais encore faut-il caractériser l'impact de ces changements avec précision. Ma boule de cristal, un quartz recouvert d'or. Mes cartes de tarot, des électrodes en platine. Dans mon laboratoire, ça tourne, ça vibre, ça aplatit, ça magnétise, ça électrocute. Du pH-mètre au rhéomètre en passant par le microcalorimètre, j'utilise plus de 12 techniques de prédiction. Parmi elles, 2 ont même été mises au point dans mon laboratoire. La rhéologie à l'échelle microscopique et l'impédance-mètre radiofréquence. J'obtiens ainsi de précieuses informations physico-chimiques à différentes échelles. Je sais quelle composition favorise la stabilité ou encore dans quel ordre je dois insérer les phases. Alors désormais, avant de vous rendre au bal, ayez une pensée pour la Madame Irma des crèmes qui œuvre jour et nuit pour prédire l'horoscope de vos produits. Natacha Guyoder. Ça va, Natacha? Ça va. Ça va mieux après qu'avant. Exactement. De base. Exactement. Bon. L'envie de faire une thèse, elle est venue un peu sur le tard à la fin ou c'était déjà quelque chose que tu avais à l'esprit quand tu es rentrée à l'université? C'est déjà quelque chose que j'avais à l'esprit. Alors j'ai fait une école d'ingénieur et tout de suite je me suis dit si je veux aller plus loin dans la recherche, il faut que je fasse une thèse et me voilà. Et après? Et après la question embêtante. Industrie cosmétique. Direct, une idée. Ouais. Oui. J'espère rejoindre une entreprise en cosmétique. Bon, là sur des sujets comme ça, j'imagine que les connexions se font peut-être plus facilement. Oui, à des congrès par exemple. Bon, je vois que tu as l'habitude de créer ton réseau, on va dire. C'est une expression à la mode. Et pour te sortir un peu la tête du guidon, comme on dit, quand vraiment la thèse de... Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu as un hobby en particulier, par exemple? Oui, je vais voler parce que je suis pilote depuis à peu près 10 ans. D'accord. Je pilote des avions. Voilà. D'accord. Quel type d'avion? C'est des avions 4 places de tourisme, style DR400 ou Cessna, je ne sais pas si ça parle à certaines personnes. Et tu voles où? Je vole à Roanne, à côté de Clermont-Ferrand. D'accord. Et puis un peu partout, là où l'envie me oui, vient. C'est sympa, ça va te procurer un sacré goût de la liberté. Tu donnes des cours aussi d'aviation? Non, c'est juste pour le plaisir personnel. Alors je donne des cours à Sarcelles, en GE2I pilote, donc pour nos futurs pilotes de ligne. Et je leur donne à la fois des cours de bibliographie et des cours de soutien en licence de pilote privé aussi. Donc, écoute, c'est super. Bravo. On t'applaudit, Natacha Guyader. Merci d'avoir été avec nous. Et bonne chance pour la suite. Je voudrais qu'on se tourne vers Julie Amiot-Guillouet. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes membre du jury. J'allais me tourner vers toutes les personnes membres du jury. On va vous donner un micro, je vais temporiser, je vais raconter l'histoire de ma vie. Vous êtes donc ici professeur à CY et vous êtes, je le disais, directrice du CY Collège doctoral et postdoctoral. C'est ça qui m'a un petit peu intrigué en lisant votre statut, j'allais dire, parce que c'est pas si fréquent que ça d'avoir ce type d'intitulé. D'habitude, c'est plus collège doctoral, tout simplement. Pourquoi postdoctoral?
Oui, effectivement, collège doctoral, ça recouvre déjà un périmètre très important, puisque c'est un espace de l'institution dans lequel voilà, on gère un peu toute la politique d'accompagnement de nos doctorants, dont on peut apprécier jusqu'à présent à quel point leurs talents sont multifacettes. Et donc, on les accompagne du mieux que l'on peut. Et l'un de nos rôles au niveau du collège doctoral et donc post-doctoral pour ce qui est de CY, c'est de développer des formations qu'ils puissent mettre à profit. Et l'un des axes prioritaires ou importants et en cours de consolidation pour la formation transversale, c'est tout ce qui a trait à la poursuite de carrière. Donc l'inclusion du volet post-doctoral a pour vocation de projeter, de contribuer à la projection de nos doctorants dans une poursuite de carrière et dans l'après-thèse dès le moment où ils sont dans le parcours doctoral. Bon, très bien. Écoutez, merci encore une fois d'être avec nous. Votre discipline, vous me disiez que vous étiez hispaniste, mais oui. Vous travaillez sur quoi plus précisément ? Je travaille sur le cinéma latino-américain et les rapports avec l'Europe. C'est sympa, ça aussi. Oui, ça permet d'aller beaucoup souffrir en mission de recherche dans des festivals de cinéma un peu partout. C'est dur, ne parlez pas de ce calvaire. Merci encore d'être avec nous. Je vous propose d'écouter le prochain candidat de ma thèse en 180 secondes ici à CY Paris, Cergy Paris Université. Décidément, j'ai du mal. On annonce donc sur scène, mesdames et messieurs, quelqu'un qui est en 2e année de thèse, qui fait lui aussi partie du laboratoire SATI, et dont le titre de thèse s'affiche juste derrière moi, « Système intelligent de contrôle des vibrations appliquées à la conservation des objets du patrimoine », Loïc Format, qu'on peut applaudir du coup. Si vous avez déjà glissé sur un toboggan ondulé, vous connaissez cette sensation de petit choc désagréable au niveau des fesses. Vous savez donc ce que ressent un objet quand il vibre. Le problème des objets, c'est qu'à force de vibrer, ils peuvent casser. Et il y a toute une liste d'objets qui serait quand même dommage de laisser se casser. Les essieux d'une voiture lancée à pleine vitesse, le pont sur lequel vous vous trouvez, ou encore cette magnifique Vénus de Milo que votre grand-mère vous a rapportée de Grèce. Vous ne voulez pas faire de la peine à mamie ? Eh bien, me voilà. Je travaille justement à protéger les objets du patrimoine des vibrations. Et si ça peut la convaincre, dites-lui bien que mon travail intéresse des grands musées comme le Louvre. La plupart se méfient des vibrations créées par le métro et tous redoutent les déménagements en pensant aux innombrables dos d'âne. En matière de protection du patrimoine, c'est comme dans un couple, il y a 2 écoles. La restauration et la conservation préventive. La restauration, c'est attendre que ça casse et recoller les morceaux. La conservation préventive, c'est un entretien quotidien. Et moi, je fais dans la préventive. Pour ne pas atteindre les limites de Waller, je fais du contrôle actif adaptatif avec une approche feed-forward et une paramétrisation de Yula Kuchera. Imaginez ma réaction au début de ma thèse. Pourtant, ce n'est pas si compliqué. Si vous êtes d'accord pour dire qu'un objet peut casser à force de trop vibrer, vous avez tout compris aux courbes de Waller. Le contrôle actif, vous le connaissez. Il se cache dans vos écouteurs connectés, derrière la fonctionnalité réduction de bruit, celle qui protège vos tympans des vibrations externes. Son principe ? Annuler les vibrations au moyen d'un dispositif électronique. Ce dispositif est dit feed-forward, par opposition à feedback, car il mesure les vibrations avant qu'elles n'atteignent l'objet à protéger. De la sorte, le dispositif a tout le temps de se préparer à l'onde destructrice qui arrive. La paramétrisation de Yula Kuchera, c'est une méthode de calcul inventée pour se défaire du plus grand vice des ordinateurs, les approximations. Cette méthode agit comme un remède qui garantit l'exactitude des résultats. Enfin, ce dispositif est dit adaptatif parce qu'au début, il fait absolument n'importe quoi, mais qu'à force de faire des erreurs, il finit par atteindre son objectif. Un peu comme un thésard. Maintenant, comment un système électronique peut-il atténuer les vibrations ? Souvenez-vous du toboggan ondulé. Imaginez un dispositif capable d'ajouter des bosses où il y avait des creux et des creux où il y avait des bosses. Vous obtenez un toboggan plat. Voilà comment en ajoutant des vibrations à des vibrations, on n'obtient pas de vibrations. Comment, à l'aide d'un dispositif électronique, on protège des objets précieux de vibrations délétères. Et voilà comment on obtient un système intelligent de contrôle des vibrations appliqué à la conservation des objets du patrimoine. Et c'était Loïc Format. Ça va Loïc ? Oui, oui.
Ça s'est bien passé? Oui, plutôt bien. J'étais Hein peut-être un peu rapide. Pas mal, mais- non? Bon. Merci beaucoup d'avoir participé à cette édition. Je l'ai dit, tu fais partie du laboratoire Satie. Yes. Un petit mot sur ce que tu as envie de faire après la thèse aussi. C'est important de savoir ce que... Alors, c'est pas toujours très clair, peut-être à ce stade, dans l'esprit de tous les doctorantes et doctorants. Cela dit, c'est difficile de se faire un avis sur ce qu'on a envie de faire après la thèse quand on a la tête dans le guidon comme ça. Oui, c'est ça. Et très honnêtement, j'y pense pas trop pour le moment. Voilà. Et du coup, c'est pour ça que je ne vais pas te poser la question. On peut la poser quand même. Alors, je la pose. Bon, bah, pour y répondre, parce que je la pose. On a bien répété notre petit numéro de duettiste, c'est cool. Plutôt dans l'éducation quand même. Donc, par exemple, chercheur-enseignant comme Raphaël, Ouais. c'est quelque chose qui me conviendrait. Du moins, retrouver la part dimension enseignement qui pour moi est primordiale. J'imagine que quand on fait une formation MT180, on en apprend des choses pour passer des idées de science qui peuvent peut-être être utiles ensuite. Exactement, dans tes enseignements. c'est vraiment une des composantes qui m'a intéressé dans ce concours, c'est toute la partie vulgarisation et transmission du savoir à un public assez large et varié. Donc voilà, de travailler un petit peu multiples facettes. Quand on est face à des étudiants, on rentre dans les détails et on approfondit. Ici, on essaye de rendre la chose attrayante et compréhensible au plus grand nombre. Et c'est super bien fait. Et pour dernière question que j'aime bien poser aussi aux doctorants, c'est quoi ton hobby? Est-ce que tu en as un quand tu as envie de faire autre chose de ta thèse? Ouais, alors soit j'ai envie de manger, je fais la cuisine. Ouais, cool. Soit j'ai envie de me défouler, je fais du sport. Et la cuisine, c'est bien aussi. Quoi comme sport? Je fais de l'escrime. Ah, génial. Quelle arme? Sabre. Sabre, c'est top. Voilà. Bravo à toi. C'était Loïc Merci. Format. Bah oui, c'est bien de savoir un peu de quoi est faite leur vie au quotidien à ces jeunes chercheuses et ces jeunes chercheurs. Il ne faut pas uniquement les réduire, même si c'est passionnant, à leur pitch. Jonathan Parienté, je le disais tout à l'heure, est président de ce jury. Et on va lui donner un micro si vous en êtes d'accord. C'est la première fois, Monsieur Parienté, que vous assistez à une finale de ma thèse en 180 secondes? C'est la première fois, oui. Alors... J'en ai vu derrière mon Ouais. écran, mais en Ouais. tant que jury, encore moins en tant que président. C'est tout nouveau pour moi. Je suis très impressionné. Ouais, ils sont doués, hein? Ouais. Ils sont super doués. Le service du coup des décodeurs, du monde dont vous êtes responsable, il a été créé quand? Et est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots pourquoi il a été imaginé au départ? C'est un service qui existe depuis 8 ans, que j'ai co-créé. Au début, on faisait essentiellement du fact-checking, qui est donc la vérification de l'information en bon français. Et se sont agrégées beaucoup de choses au fur et à mesure, mais pour le faire court, en moins de 180 secondes même. On est aujourd'hui une équipe d'une vingtaine de personnes où tout le monde et que des journalistes, mais tout le monde a des compétences en plus, notamment en développement informatique, sur différents aspects de celui-ci, que ce soit du développement front, back, de la cartographie, du traitement de données, et qui nous permettent de traiter l'information et de le faire autrement, ce qui fait qu'on peut faire des enquêtes assistées par ordinateur quand il s'agit de chercher dans des centaines de millions de données, de documents, oui. Ce qu'on appelle les leaks, qui sont de plus en plus nombreux. Ça nous permet de faire des tableaux de bord, ça nous permet de faire des cartes, des infographies, etc. Voilà, et on se réinvente un peu chaque jour, et on s'occupe un petit peu en ce moment parce qu'il y a un petit peu d'actualité. Un petit peu, juste un petit peu. Est-ce qu'il vous arrive, au gré de ces vérifications, vous parliez de fact-checking à l'instant, ou de ces vérifications, de consulter, de contacter des universitaires, et peut-être même des jeunes chercheuses, des jeunes chercheurs? Est-ce que parfois c'est utile ou c'est pas du tout le même type d'activité? Tous les jours. On est en contact avec le monde de la recherche à l'échelle de mon équipe absolument tous les jours. Alors le monde de la recherche, c'est vaste. Y a-t-il des réseaux de confiance que vous êtes amenés à constituer au gré de vos prises de contact téléphoniques? Quand on a fait 8 ans d'un service comme celui-là, j'imagine qu'on a aussi des personnalités dont on sait qu'elles sont fiables, j'allais dire, en plus d'être expertes. Parce qu'on peut être expert, et puis la pandémie nous l'a appris, on peut parfois latéraliser, j'allais dire. Oui, c'est tout l'enjeu en fait. Quand on cherche un expert, le terme ne voulant pas dire grand-chose en soi, trouver quelqu'un qui à la fois est compétent dans son domaine, saura vulgariser, parce que nous on n'est pas scientifique, on n'a pas le même niveau scientifique que les personnes à qui on fait appel par définition, et d'être certain de pouvoir d'avoir un dialogue en fait, et de pouvoir comprendre et restituer ce qu'on a compris. C'est un vrai travail de vulgarisation aussi. Ah oui, absolument. Et c'est une science très inexacte, par ailleurs.
Merci beaucoup, vraiment sincèrement, d'être membre Avec plaisir. de ce jury. C'est le dernier candidat. Il a patienté pendant tout l'événement quasiment, qui n'est pas terminé, mais je voudrais le remercier beaucoup d'avoir patienté. J'aimerais que vous l'encouragiez beaucoup. Je tiens à dire, avant que vous le fassiez, que sa maîtrise de la langue française n'est pas totalement parfaite, donc il faut que vous en teniez compte au moment notamment du vote du public. Il arrive derrière moi, il s'appelle Abdallah Al-Ghazi, il vient du laboratoire de recherche Quartz. Le titre de sa thèse, c'est « Conception, réalisation et caractérisation des systèmes de récupération d'énergie environnante ». Et merci d'être avec nous. Et tu as 3 minutes, évidemment, Abdallah. On a un gros problème. Je ne peux pas vous parler beaucoup de ma thèse parce qu'elle comporte beaucoup d'éléments encore top secrets. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, laissez-moi vous regarder un peu. Vous m'avez l'air plutôt sympathique. Allez, je prends le risque. Je vais vous parler un tout petit peu de ma recherche et des résultats attendus dans un futur très proche. Mais attention, promettez-moi une chose, vous ne divulguez à personne ce que je vais vous dire. Cela ne sort pas de ce mur. Attendez. Bon, imaginons que vous randonniez seul, bien loin de toute agglomération. Par exemple, dans les montagnes libanaises. Le Liban, c'est un très beau pays, mais le réseau électrique y est encore très déficient, comme les politiciens, d'ailleurs. Manque de chance, vous avez trop filmé les magnifiques paysages qui vous entourent et les batteries de votre téléphone n'ont plus assez d'énergie. Et si vous rencontrez un problème sérieux, comment donnerez-vous l'alerte? Pas d'inquiétude, j'ai la solution. Pour recharger votre téléphone, il vous suffit de continuer à marcher. Je travaille en effet sur un générateur d'électricité intégré à la semelle de votre chaussure. Et c'est là grâce à la piézoélectricité. C'est l'effet que certains matériaux se polarisent électriquement sous l'effet d'une contrainte ou des formations mécaniques. Vous connaissez bien sûr beaucoup de ces applications. Cela va de la lime gaz, ces microphones, on pèse personne, en passant à l'écran tactile de votre téléphone. Mon prototype se comporte en 3 parties. Bimorphe piézoélectrique, partie mécanique, partie mécanique, partie électronique. Plus d'autres détails, mais donc je terminerai en vous rappelant qu'en 2025, le numéro d'utilisateurs dans le monde de les smartphones va dépasser les 7 milliards. Quel débouché pour mes chaussures magiques et quel impact positif Abdallah Al-Ghazi. Merci beaucoup. C'était top. Moi, j'ai trouvé ça super bien et je voudrais une fois de plus souligner le courage qui consiste à pas simplement en faire un pitch, mais en plus le faire en français quand c'est, je le rappelais, une langue que tu maîtrises pas si bien que ça, quoique mieux que moi, je ne maîtrise la tienne. Tu es arrivé du Liban en 2019, c'est ça? Oui. Ouais. Et d'où vient cette passion pour la recherche qu'on sent aussi dans ce pitch? Ah oui, je suis Tu peux t'exprimer en anglais si tu préfères. Hein? Ah non, c'est bon, maintenant je suis relax. Alors, et maintenant, il va nous sortir un français super fluent, tu sais. Et donc, je crois en réalité que... C'est Chronos, c'est qui fait les pressions. Donc, je suis ingénieur d'électricité et d'électronique. Je travaille en Arabie Saoudite pour une longue durée. Et il y a quand on fait des projets, il y a quelque chose, on les applique sans rien les comprendre.
Donc, j'ai cette envie de curiosité pour connaître tous les détails. Et j'ai décidé de continuer à PhD, mon doctorat et post-doctorat. Eh ben, c'était une très bonne décision. Grâce à cette décision, on a pu te rencontrer et t'écouter cet après-midi. Merci beaucoup d'avoir participé à cette édition de ma thèse en 180 secondes. Merci. Abdallah Al-Ghazi, qui est en 2e année de thèse au laboratoire Quartz. Merci encore. Voilà, s'achève ainsi cette première partie de l'événement de ma thèse en 180 secondes. Je le disais, il y a 2 jurys finalement pour chacune de ces éditions. Le jury officiel, j'allais dire, qui va choisir 2 prix, premier prix et 2e prix. Et chers membres du jury, je vous invite à quitter la salle dès maintenant pour pouvoir vous mettre dans de bonnes conditions et brainstormer ensemble pour choisir ces 2 lauréats ou lauréates. Vous nous direz ça tout à l'heure. Emmené donc par le président du jury, Monsieur Pariente, qu'on remercie encore d'être avec nous. Et puis, vous êtes en train de nous regarder. Vous avez la possibilité aussi de voter pour la ou le candidate ou candidat qui vous aura semblé la plus intéressante sur le fond, sur la forme. Vous avez pour ça la possibilité d'aller sur question.direct. Ça s'affiche derrière moi. Regardez, hop. Code France Université. Non, ce n'est pas un placement de produit. Vous pouvez donc mettre ce mot de passe, vous enregistrez ainsi votre session et vous votez pour la personne qui vous semble devoir prendre la place du prix du public. Voilà, on va donner la parole pendant que les membres du jury délibèrent et pendant que la salle et vous-même qui êtes derrière vos ordinateurs délibérez. On va donner la parole à la personne qui va présenter le prix dont je parlais tout à l'heure, le prix des fans et des sciences. Mais avant ça, j'aimerais juste qu'on fasse un petit débrief, si vous en êtes d'accord, avec le formateur de cette édition, Frédéric Guignot. Est-ce qu'il peut me rejoindre sur scène? C'était pas prévu, oh c'est pas bien. Mesdames et messieurs, le formateur de cette édition 2022 de ma thèse en 180 secondes, ici à CY, Cergy Paris Université. Frédéric Guignot, ça va? Ça va mieux. J'ai l'impression que Frédéric est au moins aussi stressé que les candidats quand ils passent sur scène. Il était... Je me dis toujours, bon, ça y est, le travail est fait maintenant, tu es spectateur, tu regardes, tu en profites. Et non, pas du tout, à chaque fois, c'est cette fois un stress pas possible. Je suis suspendu à leurs lèvres. Bon, est-ce qu'on apprend des éditions précédentes de formation? Est-ce qu'il y a des choses que tu tentes, que tu ne tentais pas avant, s'agissant de formation à la vulgarisation scientifique? Oui, disons que on se sent de plus en plus libre, quoi, ouais. de tester des choses, de tester les choses et et de les encourager à explorer, à explorer beaucoup de domaines et de points de vue, de façon de s'exprimer, de prendre les choses, de présenter le problème auquel peut-être au début, à cause de l'exercice un peu contraint, ils n'osent pas. Voilà. Et moi peut-être j'osais pas non plus les. Voilà, donc c'est plus chaque année, c'est plus créatif, plus. Ouais, il faut prendre du temps amusant. quand même à chaque fois, à chaque génération, j'allais dire, pour les mettre en confiance et leur dire oui, vous pouvez tenter de parler sans jargon, oui, vous pouvez essayer de prendre l'expression d'une façon transverse. Oui, enfin il faut prendre du temps pour les faire parler d'eux, pour mieux les connaître et puis on trouve ensemble quelque chose qui reflètent leur personnalité. Là, c'était sympa, finalement. C'est une édition. Ce qui est bien ici à CY, c'est que c'est une édition un peu à taille humaine, j'allais dire, avec pas trop, je dirais, de candidats. Ça permet d'avoir une relation de formation très individualisée, finalement. Oui, ça c'est très bien. C'est vraiment très agréable. Pour un formateur, c'est un... Oui, c'est idéal. Ouais. C'est idéal. On a l'impression d'approfondir peu à peu la connaissance, la relation de confiance, et puis on a l'impression de créer quelque chose ensemble sur plusieurs mois, donc c'est vraiment... Est-ce qu'on garde le contact avec les éditions précédentes, avec les candidats des éditions précédentes, ou est-ce que parce que c'est la vie et qu'ils embrassent des carrières différentes? Non, oui, on garde le contact, oui, il y a des candidats avec qui je suis devenu ami, oui, vraiment. Merci beaucoup Frédéric d'avoir été avec nous. Je rappelle que tu es le formateur de cette
édition MT180 de ma thèse de CY ici. Merci Et beaucoup. bravo à eux. Et bravo à eux. Merci. Bien sûr. On en est où, mesdames et messieurs, sur les votes? Est-ce que ça avance bien? Si vous nous rejoignez à l'instant, bon, c'est un peu tard pour voter, mais si vous avez regardé au moins les pitchs des jeunes chercheuses, des jeunes chercheurs, n'hésitez pas, allez sur le lien qui s'affiche ou qu'on vous a peut-être mis dans la description sous la vidéo, question.direct. Vous avez juste à entrer le mot de passe, enfin le code France Université, vous pouvez voter. C'est important de pouvoir prendre le temps de le faire pour qu'on ait un prix du public qui soit bien représentatif. C'est toujours mieux. On me donne combien de temps avant la fin, Emmanuel, du vote du public? 5 minutes. Bon, on va les prendre tranquillement, ces 5 minutes. N'hésitez pas à voter. Et pendant 5 minutes, on va faire un petit débrief, si vous en êtes d'accord, avec les doctorantes et doctorants de cette édition de ma thèse en 180 secondes que j'invite à me rejoindre sur scène. Voilà, pour juste vous donner tous les micros que vous avez. Équipe gestionnaire des micros. Et quand le vote du public sera terminé, on passera à la remise du prix des femmes et des sciences, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure et qui sera présenté plus en détail dans quelques instants. Mais avant ça, Clara, ça s'est passé comment? Plutôt bien, je pense. Hein, c'était sympa? Ouais, c'était bien sympa. Mais venez tous, venez tous. Ils sont timides. Vous la connaissez, cette scène, maintenant? Oui, on commence, ouais. Je pense que c'est bon. Ouais, c'était bien sympa. C'est agréable de voir qu'il y a quand même du monde dans le public et puis de se sentir soutenu et d'être encouragé par les applaudissements du public. Est-ce qu'il y a des choses qu'on change? Tout le monde, là, c'est un petit peu comme vous voulez, vous prenez la parole. J'organise rien, vous vous débrouillez. Est-ce qu'il y a des choses qu'on change dans son pitch à la toute dernière minute? Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'une qui s'est dit « Oula, ça va pas, tant pis, je vais demain sur scène, mais je change quelque chose » ou c'est le truc à pas trop tenter? On ne veut pas se faire mordre par le coach. D'accord. Donc du coup, fort, en plus. Du coup, on évite. Ouais, très très fort. On le sait. Non, souvent quand on a des changements à faire, ça se fait plutôt au moment du jury blanc en fait. Donc quelques jours avant la finale et puis on lui demande son avis et en général on s'y rallie parce que il a plus d'expérience que nous forcément donc voilà, on a fait des petits changements il y a quelques jours, mais de dernière minute, je crois pas. Hein. Non. Non, pas de changement de dernière minute. Vous, Raphaël, un petit débrief? Globalement, ça s'est bien passé. Je tiens encore à remercier Frédéric. Tout le temps qu'il a pris avec nous, on ne s'en rend pas compte, c'est des dizaines et des dizaines d'heures de formation. Ouais. Parfois même en individuel, c'est vraiment quelqu'un de formidable. Faut négocier parfois sur un mot de jargon. Non, Frédéric, laisse-le-moi celui-là. Les négociations sont difficiles, mais on trouve toujours le terrain d'entente. Ouais. C'est une question que je t'ai pas posée, mais j'imagine que les choses qu'on apprend comme ça au gré de la formation MT180, c'est des choses qui peuvent être utiles à l'enseignement ensuite. Pas tous les jours, parce que moi, effectivement, en plus, je donne des cours auprès des étudiants en licence d'histoire et j'ai remobilisé plusieurs fois ce que j'ai appris lors de cette formation, lors de mes cours déjà. Ils savent que tu passes MT180? Normalement, oui. Ouais, mais ils sont peut-être là. Hein. Voilà. Non, ils ne sont pas ici, je les ai pas. Non, pas dans la salle, mais ils se cachent derrière l'écran. Je regardais l'écran. Ouais, attention, je vous suis, il y a des malus sur la note. Oh là là, carrément. Même chose pour moi. Oui. Tu donnes des cours aussi. Oui, dans le secondaire. Alain, alors, super? Oui, très bien. Et alors, est-ce qu'on passe du temps sur YouTube pour regarder les pitchs des années précédentes ou pas? Oui, si, c'est important, très important. Est-ce que c'était difficile parfois de ne pas se laisser influencer justement et de ne pas vouloir reprendre un canevas préexistant, testé, réalisé par d'autres jeunes chercheurs les années précédentes? Comment on reste, je dirais, soi-même quand il y a eu tant de pitch de ma thèse en 180 secondes, tu as 3 heures? Alors, je crois que tout dépend du domaine. Moi, je fais dans les sciences dures, ce qu'on me dit entre guillemets, et donc du coup, trouver du texte, des moyens pour pouvoir expliquer ce sur quoi je travaille n'est pas toujours évident. Donc du coup, voilà, il faut trouver des expressions assez simples, des illustrations assez simples également. Ouais, et puis, ça fait toute la différence, je pense. Oui, c'est sûr. À côté de toi, il y a Loïc. Je vais te demander de bien vouloir lui donner le micro. Loïc, pareil, un petit débrief. C'était, quoi qu'il advienne, une super aventure humaine, j'allais dire. Vous connaissiez un petit peu avant de faire MT180? Ça dépend. Disons qu'avec il Raphaël, y a des labos, fait des formations ensemble. Avec Natacha, on est dans le même laboratoire, mais on s'était vu 1 ou 2 fois parce que les contraintes. Ouais.
Et sinon, non. Alors, ça aide de faire partie du même labo Ou est-ce que c'est au contraire pas si facile que ça parce qu'il faut essayer de se démarquer davantage Comme vous l'avez vu, on travaille sur des sujets absolument différents. Ouais, c'est ça. Ouais. Si on ne nous avait pas dit qu'on venait du même laboratoire, on n'aurait jamais fait le rapprochement. Donc, oui, c'est clair. Ouais, on ne s'est pas trop marché dessus en mode non, vas-y, je garde cette partie, tu prends plutôt celle-là. Ouais. On n'a pas besoin de négocier comme ça. Et Natacha, vous coachiez un petit peu tous les deux. Est-ce que, bon, il y a Frédéric bien sûr, mais est-ce que des fois vous êtes... Tiens, on te donne le micro. Ah, t'en as déjà un. Est-ce que voilà, vous débriefiez ensemble du pitch? Est-ce que vous avez discuté de ça ou c'était vraiment seulement dans la formation? En fait, on est du même laboratoire, mais on n'est pas sur les mêmes sites. Ah oui. Donc du coup, moi je suis ici sur Neuville et Loïc ne l'est pas forcément. Ah oui, vous croisez, en gros, oui, non, je m'imaginais que vous vous croisiez dans les couloirs, mais pas du tout. Ah non, mais même pas en fait. Ouais, pas du tout. Bon, super expérience, j'imagine aussi. Oui, très intéressant. On gardera quel souvenir de ça, quel que soit le résultat du verdict, enfin quel que soit le verdict du vote tout à l'heure, on gardera quoi? Tu garderas quoi, Natacha, de cette expérience? Le petit stress, mais en même temps l'excitation de présenter sa thèse plus simplement à un public. Mais ça, c'est pas trop senti sur scène, franchement, je vous ai pas trouvé stressé plus que ça. Eh ben, écoutez, dans ce cas-là, je vous propose d'applaudir à nouveau ces candidats qu'on va retrouver pour des salutations finales à la fin de cet événement. Vous pouvez reprendre vos places, bien sûr. Et puis, comme je l'annonçais tout à l'heure, on va remettre ce prix, donc prix des femmes et des sciences. Et je voudrais, comme chaque année, qu'on en fasse une petite intro. Est-ce qu'on peut me rejoindre pour parler du prix des femmes et des sciences? Inbar, bonjour. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que donc ce prix des femmes et des sciences? Alors, ce prix des femmes et des sciences de CY Alliance, c'est l'idée de promouvoir les femmes en sciences. Alors, pourquoi? Je vais donner juste un petit fait très simple lié à mon domaine, qui est les sciences de l'information, que je connais mieux que d'autres, mais ça s'applique à un petit peu tous les domaines. Dans nos laboratoires, nous avons à peu près en France, comme dans mon laboratoire ETIS, 25% de doctorantes. Bon, c'est pas mirobolant. Non, en effet. Hein, c'est un peu loin de la parité. Enfin, je connais des disciplines où c'est pire. Mais bon. Je connais aussi des disciplines où c'est pire, mais voilà. Alors, c'est 25%, c'est assez loin de la parité, mais c'est mieux que 10%. Et pourtant, quand on regarde plus tard dans la carrière, par exemple, à l'entrée du concours CNRS, par exemple. Moi, je préside le comité CNRS dans mon domaine en ce moment, donc recrutement chercheur. Eh bien, il n'y a plus que 13% de candidates. Évidemment, s'il y a 13% de candidates, vous imaginez bien qu'à l'arrivée, des lauréates, alors on essaye de faire un peu mieux, il va en avoir 15%. C'est déjà beaucoup moins que les 25% qu'il y a initialement dans le laboratoire. Pourquoi ? Eh bien, c'est un effet d'autocensure qu'on retrouve beaucoup dans les carrières des femmes. Et donc, ce dispositif, c'est une manière de lutter contre cette autocensure qui s'instaure parfois dans l'esprit de certaines femmes. C'est ça. Donc, les aider, se dire que dans nos carrières, il faut oser. Donc, les femmes doivent oser, doivent candidater, et à tout niveau. Donc, comment les aider à candidater? Les encourager, puis rajouter ce prix. C'est une ligne de plus sur leur CV qui va les aider justement à se montrer quand elles vont aller sur d'autres concours, que ce soit de chercheuses, de professeurs d'université, d'autres choses. Et puis aussi une petite aide financière. Ça ne fait pas de mal pour valoriser les recherches des chercheuses. Ça paraît certain. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Je vous propose, vous pouvez reprendre votre place et puis on va donner la parole au récipiendaire, à la récipiendaire de ce premier prix. Je propose que ce soit Magali Jaouen qui me rejoigne sur scène. C'était prévu. Donc vous êtes vice-présidente ici en charge des affaires institutionnelles et de politique de site et vous êtes par ailleurs professeur de droit. Oui, tout à fait, mais je suis contente de recevoir un prix, du coup, c'est ça, vous me dites? Si j'en avais donné un là tout de suite, on m'aurait dit, c'est pas ça, Mathieu.
Non mais voilà, on peut donc. Oui. Je vous laisse faire une petite intro. C'est où très, on donne très ouais. rapide. Moi, je suis vraiment très heureuse et honorée de remettre ces prix, ces 2 prix qui récompensent donc une doctorante et une chercheuse. Voilà, ce prix qui valorise la recherche féminine et, comme vient d'expliquer Inbar, qui effectivement fait partie de ces leviers sur lesquels on peut compter pour lutter contre les stéréotypes et l'autocensure. Donc, alors, cette année, pour cette 6e édition du prix des femmes et des sciences, dans la catégorie doctorante, c'est Madame Clara Brémond, doctorante au laboratoire ETIS, que l'on a présenté tout à l'heure, qui est lauréate du prix pour sa thèse consacrée au traitement d'images biomédicales. Et on invite peut-être, avant d'annoncer le 2e prix, si vous en êtes d'accord, à faire en sorte qu'elle nous rejoigne sur scène. Exactement, pour venir nous présenter Clara Brémond. Clara, je vous it's en your prie. time. Bon, je vous sens ému, Clara. Oui, on l'applaudit très fort, on la soutient parce qu'il y a de l'émotion. Oula! Mais comme il y a beaucoup de bienveillance ici, ça va s'équilibrer. Et dans la lumière, s'il vous plaît, n'hésitez pas à venir, mesdames, jusqu'ici. Là, j'ai un petit instant photo. Si vous avez la possibilité d'avoir bien dans vos lucarnes, allez, profitez-en. C'est votre instant. N'ayez pas peur, regardez, tout se passe bien, ils sont gentils. Regardez les beaux sourires, on ne voit pas derrière les masques, c'est vrai, pardon. Et vous pouvez même montrer votre prix. Regardez, je vous tiens le micro. Hop, venez avec nous, Madame Jaouen. Je tiens à ces instants. Voilà. Limite, on pourrait faire un selfie. Bon, je vous sens très ému et du coup, ça m'émeut aussi. Alors, je vais faire vite et je vais vous passer la parole. Expliquez-nous sur quoi vous travaillez. Je fais du traitement d'images, donc sur des données biomédicales. Donc, le sujet s'intitule en fait extraction et caractérisation de formes sur des données massives de culture cérébrale appelées les organoïdes cérébraux. Voilà, je suis au laboratoire ETIS, donc dans l'équipe CEL. Parce qu'il faut que je dise de plus. Est-ce que vous avez envie de remercier ou de penser à des gens en particulier? Oui. Sans pleurer. Je vais essayer. Déjà, je voulais remercier en fait tout le comité de cette organisation, donc du concours des femmes et des sciences. Donc merci d'avoir organisé cet événement-là. Je voulais aussi remercier en fait mes encadrants et mon directeur de thèse, donc Camille Simon-Chan, Émeric Istas, Cédric Clouchou, qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui auraient voulu être là. Aussi tout le laboratoire ETIS, du coup, qui m'a accompagnée, qui m'a acceptée en thèse. L'entreprise Neoxia, avec laquelle je fais la thèse CIFRE. Mes parents qui sont venus ici. Laure qui m'a accompagnée. Et le club des doctorants. Voilà, en résumé. Je sais que j'oublie des gens, mais merci de m'avoir accompagnée et de m'avoir poussée à faire ce concours. Voilà, merci. Bravo. Et pour terminer, ça vous tente pas de faire MT 180 l'année prochaine? Pardon, non, je vous embête là. Pourquoi pas? Peut-être pour le stress, ouais. Ah oui, bah oui. Vous avez des super coachs, ils pourront vous briefer si vous voulez. Bravo à vous, félicitations, c'est un prix très mérité. Et encore belle continuation, et peut-être à l'année prochaine avec MT 180. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Je vous propose de continuer pour remettre, Madame Jaouen, le 2e prix, celui des chercheurs. Vous pouvez mettre ça voilà, sur le pupitre. Prix de la chercheuse, la jeune chercheuse. Dans la catégorie, effectivement, enseignante-chercheuse ou chercheuse, c'est Madame Elisa Monod, maître de conférence à CY Cergy Paris Université, qui remporte ce prix et qui effectue ses recherches en marketing sur l'étude des comportements de consommation responsables au sein du laboratoire THEMA, qui est commun à CY Cergy Paris Université et au CNRS. Je vous félicite déjà, je vous donne votre... Elisa Monod. Voilà, bravo. Et là, vous êtes totalement hors champ, donc je vous invite, si vous voulez qu'on immortalise ça à l'image, à me rejoindre au centre de la scène. Regardez comme on est bien. Hein, puis en plus, il y a de la vraie moquette, c'est noir. Félicitations, bravo. On vous a pas applaudi? Si, non? Oui, je sais pas. Prix des femmes et des sciences 2022, avec un chèque, je ne l'ai pas dit, de 1 000 € pour chacune des lauréates. Mais vous êtes ému aussi, c'est pas vrai? Ah oui, c'est un grand moment. Je suis extrêmement reconnaissante et fière de recevoir ce prix. Donc, comme vous l'avez expliqué, effectivement, je suis enseignant-chercheur à CY Cergy Paris au laboratoire THEMA depuis 2011.
Et ce prix vient récompenser mon travail de recherche qui porte sur les comportements de consommation responsable, comme le tri des déchets par exemple, ou l'achat en vrac, ainsi que sur les pratiques de marketing durable, c'est-à-dire qui visent à réfléchir à la réduction de leur impact environnemental et social. Vous avez envie de... Alors oui, j'ai pas mal de remerciements, effectivement, tout d'abord pour évidemment le comité d'organisation de ce prix et les membres du jury 2022, et pour les remercier d'avoir retenu ma candidature. Également les professeurs Gaël Pantin-Soyer et Alain Decroppe qui ont soutenu ma candidature dans le cadre de ce prix, ainsi que mon directeur de thèse et d'HDR, le professeur Pierre Vol. Et évidemment, j'ai aussi une pensée émue pour mes co-auteurs, qui sont majoritairement des femmes, témoignage de l'importance, on l'a souligné, de la place des femmes dans les sciences et la recherche. Ouais. Vous allez faire quoi de ces 1 000 €? Ah, la question indiscrète. C'est une bonne question. J'ai pas On ne réfléchi. sait pas encore. Valoriser ma recherche. Valoriser votre recherche. C'est important. Ouais. Quel message on a envie de transmettre quand on est comme vous, récipiendaire d'un prix de cette nature, à ces femmes, à ces jeunes filles, ces jeunes femmes, à ces femmes qui s'interrogent sur le point de savoir si elles doivent, oui ou non, se lancer dans la science. Parfois, on ne va pas dire qu'elles soient tellement incitées à le faire, pour le dire comme ça. Il y a des signaux faibles, souvent négatifs encore, malheureusement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on leur dit? Alors effectivement, j'avais 2 invitations à lancer aujourd'hui. La première pour vous, mesdames, parce que comme ça a été souligné tout à l'heure, quand on regarde les chiffres, d'après l'UNESCO, les femmes ne représentent que 33% des chercheurs dans le monde. Seulement 14% font partie des postes académiques les plus élevés et on leur a décerné moins de 4% des prix Nobel de sciences. Donc voilà, il faut vraiment que ça change et il faut que les femmes se lancent parce qu'elles ont vraiment leur place dans la science et dans le monde de la recherche. Donc ça, c'était ma première invitation. Et ma seconde, elle s'adresse à tous et elle est liée évidemment à mes thématiques de recherche. Et je vous invite à réfléchir en fait aujourd'hui à l'impact de vos modes de consommation sur tout ce qui est environnemental et sociétal. Alors je pense que vous le savez probablement tous. Il y a quelques jours, le GIEC a publié à nouveau un rapport très alarmant sur les impacts qu'aura le réchauffement climatique sur les populations. Malheureusement, du fait de l'actualité tout aussi dramatique, ce rapport est relativement passé sous silence. Donc il y a d'ailleurs demain, samedi 12 mars, des marches qui sont organisées dans toute la France à l'appel d'un certain nombre d'organisations pour le climat et la justice sociale. Donc je voulais simplement vous inviter à réfléchir tous à votre niveau, parce qu'évidemment tous nos petits pas sont importants, même s'ils ne suffiront évidemment pas, à réfléchir à l'impact de vos modes de consommation et à ce que vous pourriez changer pour sauver notre planète. Eh ben, le message a été très bien transmis. Merci beaucoup Elisa Monod et félicitations. Encore un grand merci et très bonne journée à tous. Bravo à toutes et bravo à vous. Et Madame Jaouen, merci encore. Un petit mot de la fin peut-être, Madame Jaouen, pour l'édition prochaine. Est-ce qu'on a un appel à lancer éventuellement à des femmes pour participer? Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Oser candidater. C'est le message. Alors, on fait un petit face cam, bim, et on dit... Vous êtes une fille de science, vous êtes une fille, pardon, vous voulez faire de la science, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes une femme, vous voulez faire de la science, allez-y, osez, surtout pas d'autocensure. Voilà. Et il y a un site peut-être sur lequel on peut faire ces dépôts de candidature. Il y a un site, comment ça passe? Sur le site de CY. Sur le site de CY, tout simplement. Tout simplement. Cergy Paris Université. Un grand merci. Et félicitations en tout cas. Ouais, félicitations à nos 2 lauréates. C'était un chouette moment. Mesdames et messieurs, je vous propose de revenir à la séquence Ma thèse en 180 secondes, édition 2022 ici de CY, puisque les membres du jury sont revenus dans la salle. On va pouvoir donc maintenant découvrir les prix, tout simplement. Je vous propose, si on m'en donne l'autorisation, de commencer par le prix du public. On fait ça? Pour l'annoncer, le prix du public, à qui donne-t-on? Je vois déjà des... des cartons qui se lèvent. Bonjour. Voilà un petit micro. Je vous laisse vous présenter. Ah bah écoutez, oui, regardez, hop. Bonjour à tous. Mettez-vous peut-être bien au centre pour qu'on vous voit bien, si ça vous convient. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis, pour ceux qui ne m'ont pas rencontré la semaine dernière, je suis Jean-Christophe Sillot, l'animateur régional de la CASDEN sur Paris, plutôt centré sur Paris. Et donc, je travaille beaucoup avec l'université en ce moment sur des projets divers. Et donc, je participe au soutien du concours à échelle nationale. Voilà. Et donc, c'est un plaisir, un honneur de pouvoir remettre le prix du public. Voilà. On va l'annoncer, c'est pas du public, et je propose que ce soit vous qui le fassiez. Avec plaisir. Vous avez le nom ou pas? Oui, mais je veux bien le lire. Alors, on va commencer, attention à ce qu'on annonce, on va commencer par le prix du public. Alors,
Le prix du public est remis à Alain Kandem Bobda. Voilà, c'est Alain qui l'emporte. Et il reçoit un prix des mains de la Casdenne. Venez bien au centre, parce que là, derrière le pupitre, je crains qu'on ne vous voit pas beaucoup. Et restez. Merci beaucoup. Merci pour ce prix. Merci encore une fois à la Casdenne de sa participation. Un petit mot de réaction, Alain? J'ai dit merci à tout le monde, à ceux qui ont voté pour moi. Merci déjà au président, le président François. Mais il y avait Germinel, tant pour moi. Merci également aux membres du jury, également à notre encadreur, M. Frédéric, également à mes encadrants et à mon directeur de thèse. Je tiens également à dire merci à tous ceux qui ont voté pour moi, ici et en ligne également. J'ai dit pour la fin, merci à ma famille, hein, le L2MGC. Est-ce que vous êtes là? Vous voyez, donc nous sommes une famille dans le labo. Donc c'est assez touchant. Voilà, j'ai dit merci à tous, vraiment. Félicitations, vraiment. Merci beaucoup d'avoir participé. Bravo pour la qualité du pitch. Je pense que c'est amplement mérité. Merci Alain. Je vais vous laisser reprendre place tous deux dans la salle et puis on va donner la parole au président du jury pour remettre les 2 prix du jury, si ça vous convient. On fait ça? Mesdames et messieurs, membres du jury, ça vous va? On fait ça? Et puis bien sûr, je vous demanderai à la fin de monter tous sur scène pour une belle photo finale. Vous savez à quel point j'aime les photos finales. Jonathan Parienté, donc, du journaliste au Monde, nous rejoint sur scène pour remettre ces 2 prix du jury. Je rappelle que ces 2 personnes iront en demi-finale. Ça sera en avril à Paris. Et puis ensuite, peut-être, qui sait. Alors, donc, à l'occasion de cette demi-finale, hein, vous l'avez compris, ils vont retrouver tous les autres finalistes régionaux de ma thèse en 180 secondes. Ça va être une belle séquence du challenge. Et puis après, il y a la finale nationale qui se fera à Lyon. Ce sera du côté donc, de Villeurbanne, je crois. Et il y a toujours des super ambiances. Bon, ça a été facile de... Pas tellement. Hein? Pas tellement, parce que c'était vraiment c'était serré. On n'avait pas tous les mêmes coups de cœur. Il a fallu se mettre d'accord. Donc non, c'était assez serré. Bon, c'est normal quand le niveau est élevé. Hein. Allez, on commence par le 2e prix du jury, si vous en êtes d'accord, que je vais vous laisser annoncer, bien sûr. Alors, le 2e prix est attribué à Loïc Format. Loïc Format, deuxième prix du jury. Ah oui, il faut monter. Oui, là, c'est le moment. Oui. Ouais. Il se demande si c'est vrai. Non, c'est une blague. Non, c'est vrai. 2e prix du jury. Bravo, Loïc. Il n'en revient pas. Si, c'est vrai. C'est pas fake du tout. On se met dans la lumière avec Jonathan Parienté à côté. Ça peut être sympa. Et des mots de réaction à chaud. Ah oui, quand même. J'ai pas trop de mots. Merci. Je sais même pas à qui je dois dire merci. Merci à vous de présenter. Merci à Frédéric Guignot pour tout le temps qu'il a pris pour tous nous préparer et passer du temps avec nous. Enfin, ouais, hein. Ouais, voilà. Ouais. Alors, tu vas te préparer comment pour les demi-finales qui vont arriver? Mais ça, je suis pas sûr. En fait, j'ai pas compris. Ah, je suis pas sûr. Ah, non, mais si, tu es sûr maintenant. Si. Non, mais du coup, j'ai une question parce qu'on nous avait dit que c'était le premier prix du public et le premier prix du jury qui allait en demi-finale. Donc, je suis pas qualifié, non? Ah, organisateur, organisatrice. Il a raison. C'est moi qui dis n'importe quoi. Donc, je vais pas me préparer. Mais cela dit, le prix de la Casdenne est bien remis. Hein. Est-ce que j'ai fait une bourde là? Non, pas du tout. Ça fait quel effet en tout cas de se retrouver comme ça dans le classement de tête? C'est honorifique, ça fait plaisir. Tu garderas quoi de cette expérience finalement, au-delà du prix? Que la prochaine fois je préparerai un truc au cas où j'ai à remonter sur la scène. Et moi je préparerai mieux mes intros. Merci beaucoup Loïc. Merci de ta franchise et de la qualité de ton pitch. L'animateur qui se mélange les pinceaux. Merci 1000 fois. Et c'est un prix bien mérité. Et on remercie encore une fois l'équipe de la Casdenne de sa participation. Allez, je vais reprendre mon sérieux 2 secondes.
si vous en êtes d'accord, on va se rapprocher encore. Hein, je suis désolé, hein, je pense à nos amis réalisateurs. Ça va? Pouce levé, tout va bien. Allez, c'est parti. Premier prix du jury. Et donc le premier prix du jury est attribué à Natacha Guyadé. Natacha et prix du public, prix du jury. Premier prix du jury. Elle est radieuse, elle est contente. Eh ben, ça fait plaisir. Allez, on peut continuer à l'applaudir. C'est notre finaliste. Ça va, Natacha? Ça va, un Oui, petit peu émue. Forcément, ça va. Bon, bravo. Merci beaucoup. Et puis, merci au jury, merci à Frédéric de nous avoir préparés pendant ces longues semaines. Et bravo aussi à tous les autres participants, parce que vous n'avez pas démérité. Vraiment, vous avez été très, très bons. J'avais encore un peu peur il y a quelques secondes. Et merci également au laboratoire. Et puis, bravo au laboratoire Satie, parce qu'on est quand même premier et deuxième. Ah oui, vu comme ça. Un petit peu de chauvinisme. Il en faut. Merci beaucoup, en tout cas. Bah, bravo, félicitations. Et donc, on se retrouve en demi-finale. Tout à fait. Pour la suite des aventures de Natacha et d'Alain. Bravo à vous. Je vous propose de terminer cette séquence par des applaudissements nourris et par une photo finale. J'en parlais tout à l'heure. N'hésitez pas, chers candidates et candidats, chers membres du jury, à nous rejoindre sur scène. La scène est grande. On va en profiter pour être tous à l'image. Ainsi s'achève, mesdames et messieurs, l'édition 2022 de ma thèse en 180 secondes, ici à la Mire, à CY. Cergy Paris Université. C'était un grand bonheur, franchement, de vous accompagner cette fois encore pour découvrir ces histoires de sciences, comme j'aime à le dire, ces présentations de thèse en 3 minutes. N'hésitez pas à venir au centre de la scène. On retrouve donc à la fin, au début du mois d'avril, pardon, si tout va bien, nos 2 lauréats que j'invite à se mettre au devant de la scène. Je suis désolé, il faudrait que j'invente un truc pour pousser les gens vers l'avant de la scène, parce qu'à chaque fois, c'est limite s'ils ne se cachent pas derrière le logo MT180. Hein? Bon, applaudissements s'il vous plaît. Et photo, c'est maintenant. Bravo à toutes et à tous et bonne chance donc à nos 2 lauréats. Et félicitations à l'ensemble des participantes et participants à cette édition 2022 de ma thèse en 180 secondes ici. Bravo à toutes et à tous.